Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une 5e causerie sur le compositeur Handel et aujourd'hui nous allons parler de sa façon de composer et tout spécialement de la question des plagiats. Alors la question des plagiats, comme son nom l'indique, c'est les emprunts que Handel a pu faire pour écrire de la musique. Donc nous allons aujourd'hui parler de quels étaient les types d'emprunts qu'a fait Handel et puis pour quelles raisons il a emprunté de la musique à autrui ou à lui-même. Et puis nous en profiterons pour parler de sa façon de composer et de à quel point elle était liée à sa double compétence de compositeur et d'organisateur de spectacles. Alors les emprunts de Handel, il y en a de plusieurs sortes. Il y a évidemment ce qui n'est pas l'apanage de Handel mais qui se retrouve chez tous les compositeurs, ce qui est de l'ordre de la mémoire. Il a énormément de références en tête, Handel. Il a évidemment sa formation dans l'Allemagne luthérienne, il a son voyage en Italie, tous les grands maîtres anglais également qui ont forgé sa personnalité lorsqu'il a décidé de prendre la place de musicien officiel de la cour d'Angleterre. Donc on a vraiment énormément d'influence chez Handel et il va y avoir la mémoire. Alors cette question-là va rentrer dans le cadre des emprunts, mais de façon assez peu significative, puisque évidemment tous les compositeurs fonctionnent comme cela. Tous les artistes d'ailleurs vont s'imprégner d'autres artistes de leur père afin de créer leur propre œuvre. À côté de ce qu'on pourrait appeler la mémoire, il y a les autoplagiats. Alors Handel va beaucoup pratiquer l'autoplagiat, ça veut dire qu'il va reprendre des thèmes qu'il a appréciés, mais parfois cela va aller au-delà du thème. Parfois des pages complètes de musique vont se retrouver dans des œuvres postérieures. Alors dans cet autoplagiat, il va y avoir deux processus. Soit le processus d'un Handel qui a aimé un thème qu'il a donné et qui va décider de le réutiliser seulement pour le plaisir de le reproposer au public et de lui redonner une deuxième vie. Et puis il va y avoir également le processus du compositeur qui est pris par le temps et qui va réutiliser des pans entiers de musique. Alors cette façon de faire là va parfois pas passer inaperçue mais être acceptée, et puis d'autres un petit peu agacer le public lorsque ça va être massif, et puis évidemment dans les périodes où Handel peut parfois subir un certain rejet de la part de son public. Alors, je vais tout de suite vous faire entendre un exemple. Alors là, c'est un exemple qui est tiré d'un choix. Handel a décidé de redonner le thème du Messie, de l'Alléluia du Messie qu'il a tellement apprécié. Il va le réutiliser à plusieurs reprises. Et bien là, vous allez l'entendre dans le dernier concerto pour orgue qu'il a écrit, le numéro 3 de l'opus 7. Et vous allez voir, il a réutilisé vraiment ce thème de l'Alléluia tellement connu, tellement apprécié, et il va le tourner autour et puis l'orner, composer autour de ce thème central.
À côté de ces autoplagiats, pour raison de goût ou pour raison de temps, eh bien, il y a également des plagiats d'autres compositeurs. Évidemment, ce sont ceux qui ont le plus suscité d'étonnement, de gêne, mais il faut le dire, cette gêne date du 19e siècle. À l'époque de Handel, c'est quelque chose qui était connu. Par exemple, eh bien, le musicographe Burney, qui l'a connu, qui a joué dans son orchestre, disait « Je sais que l'on a parfois prétendu que Handel n'a pas été le premier et le seul inventeur de certaines des formes musicales qui ont rendu son nom célèbre. Mais l'invention est un terme dont les limites doivent être soigneusement encadrées avant de l'appliquer aux productions d'un artiste. » Alors c'est au XIXe siècle que Romain Rolland va faire tout un article dans la revue musicale dans lequel il fait état des différents plagiats de Handel. Nous n'allons évidemment pas parler de la question morale de tels emprunts, mais nous allons bien en parler. Ils sont assez rares, mais ils sont massifs. Alors, les noms des compositeurs spoliés, on va avoir par exemple Habermann, dont de nombreuses messes vont servir pour des oratorios. On va avoir Gottlieb Muffa, un compositeur du XVIIIe siècle autrichien, en fait, Handel a apprécié ses écrits pour clavecin et va en réutiliser dans certains de ses oratorios, dans 5-6 oratorios. On va avoir également des noms moins connus, Clarisse, Stradella, Uriot, voilà, des prénoms qui sont, on pourrait dire, presque passés à la postérité grâce aux emprunts de Handel, car il faut le dire, lorsque Handel emprunte, eh bien, il se sert d'un tremplin de la musique qu'il découvre, il va ensuite changer ou écrire l'harmonisation, il va également changer les tempos, changer l'ambiance. Donc on peut dire que c'est véritablement du Handel et en même temps que c'est véritablement l'inspiration d'un autre artiste. Pour vous faire tout de suite écouter un exemple, je vais vous faire écouter la marche de Jephtha, tirée de l'oratorio Jephtha, et vous allez juste avant entendre une pièce pour clavecin de Gottlieb Muffa. Vous allez entendre donc que la mélodie a été reprise dans son intégralité, mais on est vraiment dans un morceau très différent et c'est vraiment du Handel.
Vous l'avez entendu, la musique sert vraiment de tremplin. Est-ce que la question est morale ou pas? C'est tout à fait anachronique de se poser cette question-là, puisque à l'époque de Handel, il n'a absolument pas été le seul à fonctionner de la sorte. Handel n'est pas un grand artiste grâce aux artistes qu'il a spoliés. Par contre, eh bien, il a réutilisé des matériaux qui lui plaisaient. Et pour quelles raisons? Eh bien, on peut en citer deux qui me semblent être les principales. La première, c'est eh bien une question de goût. Handel était un improvisateur, c'était vraiment un grand improvisateur reconnu. D'ailleurs, les improvisations à l'orgue qu'il avait les soirs d'oratorio étaient un des divertissements favoris des Londoniens. Et eh bien, évidemment, il y a dans les plagiats de Handel un petit peu de ce comportement de l'improvisateur qui a besoin d'avoir énormément de schémas musicaux, de grandes ressources de connaissances musicales dans lesquelles il va puiser au fur et à mesure de l'improvisation afin de redonner toujours une deuxième vie à un matériau musical fécond. Ça, c'est vraiment le talent de Handel, et que ce soit dans la musique qu'il a composée lui-même et qu'il va réutiliser, ou que ce soit eh bien, dans les plagiats d'autres compositeurs, il y a vraiment de cet artiste improvisateur que l'on retrouve. La deuxième question, eh bien, c'est la question de l'entrepreneur de théâtre. Handel, vous vous en rappelez, est un compositeur, c'est aussi un entrepreneur de théâtre. Il a été pendant de longues années d'ailleurs seul à mener sa barque et il est très souvent pris par le temps. Il doit composer vite et il va réutiliser ou utiliser des thèmes d'autres compositeurs. Donc cette question du temps également forcément a beaucoup joué dans la reprise de matériaux musicaux. On peut donc dire que la question des plagiats eh bien, nous permet de rentrer vraiment dans la question de ce qu'est Handel, véritablement eh bien, un homme de théâtre doublé d'un compositeur. Alors, ce qui va aider vraiment Handel aussi à avoir cette double compétence, homme de théâtre, compositeur, c'est sa capacité à écrire très vite. Sa capacité à écrire très vite, dont nous avons déjà dit, liée vraiment à ce talent d'improvisateur, ce talent de redonner toujours vie à un matériau musical, mais aussi sa capacité d'écrire très vite, que l'on retrouve dans les manuscrits handéliens. On voit l'écriture rapide, on pourrait dire fiévreuse parfois, qui montre qu'il écrivait très vite. On le sait aussi grâce à ses contemporains. Par exemple, en 1711, quand Handel va écrire Rinaldo, le premier opéra qu'il va donner sur la scène anglaise, eh bien Paolo Rulli, le librettiste, fait état de l'avancée plus rapide de la musique que du texte. Le Messie, lui, sera écrit à l'été 1741 en 22 jours, et tout au long de sa carrière, eh bien, les contemporains font état de cette rapidité dans l'écriture, sauf évidemment à la fin de sa vie, où Handel eh bien, va être frappé d'une cécité complète, et où là, il faudra qu'il soit aidé, et le processus de composition sera beaucoup plus lent, freiné, et jusqu'à disparaître. Cette question donc de la rapidité fait dire à un des biographes de Handel, Jean-François Lady, qu'il était toujours comme un étudiant à la veille des examens. Alors je trouve moi que cette image eh bien, nous mène bien loin du Handel fort, du Handel compositeur de la cour d'Angleterre, dont on a pu dire eh bien, qu'il était très féroce avec ses chanteurs, avec les gens qui l'entouraient. On voit eh bien, quelqu'un qui garde sa fraîcheur, qui garde sa spontanéité et qui va se livrer toujours eh bien, d'un premier jet au public pour lequel eh bien, il a décidé de donner sa vie en écrivant et en s'adaptant au style des Anglais. Cette question des plagiats, pour moi, eh bien, au-delà de parler de la façon de composer, eh bien, parle du contexte dans lequel Handel compose. Et si l'on veut parler du sens que pouvait avoir pour Handel le plagiat, eh bien on peut parler de la dernière œuvre qu'il va donner aux Anglais en 1757, The Triumph of Time and Trust, le triomphe du temps et de la vérité, parce que cette œuvre est un pastiche. Alors, un pastiche pour certains, un testament pour d'autres, je vais vous expliquer pourquoi. Cette œuvre, sur un plan factuel, eh bien, elle reprend une œuvre qui a été donnée en 1707, le premier oratorio que Handel donne à cette époque-là. Il est en Italie, il vient de découvrir le genre, et il va donner sa première œuvre du genre. 1707, Il trionfo del tempo e del disinguado, le triomphe du temps et de la désillusion. Handel décide de reprendre, lorsqu'il arrive en Angleterre, ce triomphe sous forme d'opéra seria. Et puis, en fin de carrière, il demande à Thomas Morel de changer le texte de l'italien à l'anglais eh bien, pour que ce soit adapté à l'oratorio. Il va reprendre des passages du triomphe du temps et de la désillusion, mais il va reprendre uniquement 11 morceaux. Tout le reste sera un panorama des 40 années musicales qu'il a passées en Angleterre. On a donc deux tendances, l'une à dire eh bien, que c'est un pastiche,
L'autre à dire que c'est un testament. Un testament pourquoi? Eh bien parce que Handel a 2 ans de mourir, alors qu'il est frappé d'une cécité totale, qu'il ne peut plus composer par lui-même, que l'on écrit sa musique. Eh bien Handel va décider de reprendre ce thème très fort, ce titre vraiment très parlant, le triomphe du temps et de la vérité, alors que, eh bien, il ne prend que 11 morceaux, il aurait pu prendre n'importe quel titre, c'est celui-ci qu'il décide de prendre, et on peut penser que, eh bien, toutes ces années où il a été musicien officiel de la cour et qu'il a donc vécu proche du pouvoir, il a également connu un petit peu les ressorts de l'âme humaine avec tout le monde du théâtre, il a vécu de grandes gloires et de grandes désillusions dans sa carrière, et bien tout ça fait qu'il a très certainement envie de dire eh bien, que le temps triomphe toujours de tout et qu'il n'a plus d'illusions sur la nature humaine. En tout cas, voilà ce que peuvent penser les tenants du testament. Parmi les œuvres qui vont être ensuite choisies, eh bien, pour rentrer dans ce pastiche, il va y avoir eh bien, des œuvres qui vont marquer toute sa vie. Ça peut être des opéras, des oratorios, il y a également de la musique de chambre, des cantates, voilà, ce sont des styles très variés. Tout ça va rentrer dans The Triumph of Time and Trust, donné en 1757. Parmi ces œuvres, eh bien, il y en a une qui est très importante, puisque c'est une œuvre qui a été donnée pour le mariage du prince de Galles. C'est un opéra pastoral qui s'appelle Atalanta. Handel l'a donné, donc je vous l'ai dit, pour le mariage du prince de Galles, alors qu'on est en pleine guerre des théâtres. Vous vous rappelez de la guerre des théâtres, avec le théâtre de Handel et puis le théâtre de la noblesse. Le théâtre de la noblesse a été fondé eh bien, principalement par le prince de Galles pour opposer à Handel et qui a une autre force musicale à Londres. Il y a donc des dissensions très grandes entre ce prince et Handel. Et pourtant, eh bien, l'œuvre va beaucoup plaire au prince de Galles, et c'est une œuvre qui va marquer un tournant, puisqu'à partir de cette époque-là, eh bien, le prince de Galles sera un soutien aussi bien amical que financier pour Handel. C'est donc véritablement une œuvre de concorde, et elle va se retrouver donc dans le cœur d'ouverture du triomphe du temps et de la vérité. Je vous le fais tout de suite entendre. Je voudrais vous parler de 2 images qui me semblent fortes et qui me semblent tellement complémentaires pour parler du grand compositeur. Eh bien, ces 2 images, la première, elle date de 1741 et c'est Thomas Hudson qui a peint Handel en tenue d'apparat. Handel dans toute la puissance de sa position de musicien officiel de la cour. On le voit droit, on le voit richement habillé et on a là vraiment l'image du Handel fort, du Handel qui a toujours mené d'une main de maître ses musiciens, de Handel qui a également mené d'une main de maître tout son patrimoine financier, donc de l'homme qui sait mener sa barque, qui est très fort, qui a également su s'imposer sur la scène anglaise alors qu'il était étranger, qui a su devenir musicien officiel de la cour. Donc vraiment Handel dans tout ce qu'il a de plus stratège, de tout ce qu'il a de plus fort. À côté de cela, eh bien, il y a une autre image, celle-ci elle date de 1739, c'est une sculpture, elle a été faite par Roubilliac, et là on voit Handel bien courbé, en habit d'intérieur beaucoup plus simple, il a une lyre à la main et il semble bien en proie à l'inspiration.
Et cette image est beaucoup plus sobre, évidemment, et elle se réfère au Handel beaucoup plus intime. Handel qui a décidé de vivre simplement dans sa maison de Brook Street plutôt que de vivre dépendant des grands princes qui pourtant acceptaient de le loger, comme c'était le cas du duc de Chandos ou du duc de Burlington. On a également la sobriété de Handel qui aimait marcher à pied, qui aimait aller de son domicile jusqu'au théâtre à pied, plutôt que d'être véhiculé. Il y a également l'idée de Handel sobre qui n'a pas pu fonder une famille et qui aimait tellement se retrouver dans la famille Delany, qui était une famille de proches, et dont il aimait retrouver l'intimité. On a donc là un Handel beaucoup plus simple, beaucoup plus fragile, on pourrait dire, et donc on a une deuxième facette. On voit d'une part Handel fort, Handel stratège, Handel puissant, qui peut être même parfois féroce. Et puis on a de l'autre côté cet homme simple qui, dans le quotidien, aimait se retrouver dans une atmosphère d'intimité, d'un homme dans la simplicité, et puis d'un homme aussi qui était en proie à l'inspiration, ce qu'on a pu voir dans sa façon d'écrire aussi. Ces deux images, pour moi, sont indissociables et je trouve qu'elles sont très importantes pour comprendre les chants de triomphe de Handel. Parce que c'est pour ça qu'ils nous marquent, les chants de Handel. Ils ont vraiment une capacité à louer la majesté, qu'elle soit humaine ou divine, et en même temps, elles sont là d'une place humaine. Je trouve ça très important parce que il y a certaines représentations qui ont pu choquer au cours des siècles. Ce sont les représentations de spectacles dans lesquels on a voulu présenter Handel avec tellement de puissance que les effectifs musicaux étaient décuplés. Pour vous donner un exemple, en 1741, lorsque Handel va donner le Messie, il a à sa disposition 30 chanteurs et 30 instrumentistes. Quand on va fêter le 25e anniversaire de sa mort, dans l'église de Westminster, il y aura déjà 300 chanteurs et 300 instrumentistes. Et puis l'effectif musical ira crescendo, si bien que certaines personnes feront état d'un certain malaise à l'écoute de cette musique. Et par exemple, le ministre Horace Walpole dit c'était un fort beau spectacle, l'exécution en a été parfaite, mais les chœurs et les timbales n'ont cessé de tonner pendant plus de 4 heures, tant et si bien que j'en suis sortie avec une de ces migraines dont je ne suis que trop souvent sujet. Ce malaise-là, c'est vraiment par rapport à la force, à la puissance de la musique qu'elle prend avec ces très grands effectifs musicaux. Pour ma part, je trouve que vraiment ce sont les effectifs musicaux, comme on pu connaître Handel, comme Handel a pu connaître, qui nous parlent, parce qu'on a vraiment du coup cette complémentarité de Handel, cette puissance, et en même temps cette fragilité. On a cette capacité à parler de Dieu, de sa nature humaine, la capacité à parler du monarque, mais à sa place de sujet. En tout cas, c'est ce que moi je ressens à l'écoute de ces musiques. Et donc, pour finir, je vais vous faire entendre le si connu Alléluia du Messie. Vous allez l'entendre, on parle de Dieu, on en parle avec puissance, mais en même temps avec une extrême simplicité, et je pense que c'est ça qui nous touche. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que si elle vous a plu, vous n'hésiterez pas à la partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ces 5 volets Handel. J'espère qu'ils vous ont permis de rentrer au cœur de cette personnalité si riche, si passionnante. Maintenant, je vais me mettre au travail pour d'autres causeries et je vous dis évidemment au plaisir de vous retrouver bientôt.